À tous et bienvenue sur Field Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur notre formation Objectif Sponsoring, où on va parler aujourd'hui des acteurs qui sont les distributeurs. Sous-estimés mais capitaux. Pourquoi? Parce que c'est généralement eux qui font, on va dire, qui ont la bosse du commerce. C'est eux qui font, entre guillemets, la vente de tous les produits que vous voyez, que vous arrivez à recevoir chez vous, etc. Et donc en fait, ces distributeurs font partie de la branche plutôt du coup des annonceurs. Et on va voir comment ils arrivent à s'organiser dans cet écosystème sponsoring, comment ils arrivent à exister tout simplement. Donc sous-estimer mes capitaux, pourquoi? Ces distributeurs-là ont plusieurs spécificités. La première, pour certaines, ça va être de produire les produits, produire les vêtements, produire les chaussures, d'être vraiment des producteurs, et c'est comme ça qu'on a notamment les marques ou qui mettent généralement du fabriqué en France, vraiment sur les produits locaux par exemple, on est vraiment sur l'aspect produire. Deuxième, ça peut être par exemple de segmenter. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter? C'est d'avoir cette idée de partager que certains distributeurs estiment qu'ils préfèrent se focaliser sur une verticale, sur une niche, exemple, et ne produire que des produits issus du running, parfois c'est que des produits issus du football ou que du rugby, et avec ces segmentations, ils vont pouvoir avoir un meilleur verbatim et une construction publicitaire qui est plus enclin à pouvoir toucher leur persona principal. La diffusion, qui forcément va pouvoir, un d'un point de vue publicitaire, deux d'un point de vue les canaux de distribution vont devoir être optimisés pour pouvoir toucher rapidement les clients finaux et forcément derrière une valorisation en fonction du produit qui a été créé pour avoir une performance économique. C'est pour ça qu'en dessous de chacun des signaux que je vous ai partagés ici, vous pouvez voir la logique commerciale quand on parle de production ou même de distribution. La segmentation, on va parler ici de positionnement de marque. La diffusion dans l'expérience client, donc au-delà de dire qu'on va partager notre contenu ou partager l'offre que l'on a créée à une certaine masse de population, c'est comment le client, dès qu'il arrive sur la plateforme, il pourra aussi trouver ce dont il a besoin et pour aller jusqu'à la conversion. Et derrière, forcément, avoir un chiffre d'affaires qui est maximisé, notamment économiquement. Allons plus loin maintenant sur la typologie de distributeurs. Alors on en a plusieurs qui ont différentes caractéristiques. Un, les généralistes, présence de masse, grand volume, d'où la thématique et l'exemple aussi avec Decathlon. Les spécialistes, j'ai pris l'exemple ici de Snow Leader, où on a une expertise sur les sports divers, avec une segmentation fine, une cible niche. Des digitaux, on va dire pure player, Alltrix est un excellent exemple sur la branche outdoor et vélo, avec vraiment une UX avancée, un travail très profond sur la data et le CRM pour avoir une logistique aussi qui est performante. Les canaux, on va dire monomarques, ce qu'a essayé notamment de faire ces dernières années, notamment Nike, avec une distribution en propre, et ne plus forcément dépendre de sous-traitants ou de partenaires comme qu'ils l'ont fait. Il avait fait à l'époque avec Footlocker avant d'arrêter, avec cette intégration, on va dire, verticale, pour faire agrandir les marges. Et derrière, les concept stores premium, un peu comme ce qu'on peut le faire de temps en temps. Souvent, c'est les enseignes de sport outdoor qui font souvent ça, des concept sports, des pop-up stores, mise en avant un peu lifestyle, avec un positionnement géographique qui est éphémère pour générer un peu de storytelling ou de l'influence, puis après, changer de lieu, tout simplement pour valoriser la boutique. Ça, c'est vraiment sur des aspects qui sont plutôt ultra nichés. Quand on va plus loin maintenant, on va parler des objectifs stratégiques. Déjà, sélectionner les produits les plus vendeurs. Parce que forcément, à un moment donné, quand tu es distributeur, ce que tu veux, c'est maximiser le chiffre d'affaires. Donc, quand une marque va te proposer ses produits, par exemple, disant je suis Footlocker, je vois que Adidas ou, euh, ou Timberland va dire ah voilà, j'ai ma paire, tout serait bien que tu la partages, ce serait bien que ça soit là, là, là. Moi, en fait, en tant que distributeur, mon but c'est de me dire non, mais attends, mais moi, je vais la mettre que si je suis sûr de la vendre. Parce que si elle ne se vend pas, je vais être en difficulté. Et moi, mes stocks, ils me coûtent, tu vois. Et en fait, en s'appuyant sur les KPI, donc les Key Performance Indicators, sur le sell-out notamment, donc le sell-out, on parle de sell-in quand, par exemple, une marque vend des produits en gros à un distributeur, et qu'ensuite ce dernier va vendre
au consommateur final. C'est ça le sell out, donc c'est-à-dire ça sort vraiment de chez le magasin, de chez le distributeur. Ensuite, on va parler de data consommateur. Donc c'est ça qu'ils vont essayer de regarder. En sachant, entre guillemets, d'où viennent les consommateurs, qui sont-ils, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des plus vieux, est-ce qu'ils ont une tendance sur certains sports, ils ont une tendance de consommation, combien de fois ils consomment à l'année, c'est tous ces éléments comme ça qui vont être importants à comprendre. Derrière, parce que ça va pouvoir prévoir des tendances pour les années futures, en termes de semestre ou d'années futures. Derrière, il y a aussi maximiser la rotation des stocks. Parce que quand tu es une boutique, bah forcément, tu as des stocks que tu achètes, et en fait, tu veux devoir, c'est comme si tu mettais en avant, tu prends de l'argent, tu l'investis, mais tu espères pouvoir faire une marge pour avoir un retour sur investissement derrière. Le truc, c'est que si le stock reste chez toi, bah, tu perds du coup de l'argent. Et en fait, les distributeurs veulent maximiser justement la rotation pour faire en sorte que la rentabilité au mètre carré de la boutique soit fiable. C'est pour ça que, une très fun fact, hein, si vous voyez dans vos villes des boutiques qui généralement coûtent pas cher de seconde main et qui entassent les vêtements, c'est parce qu'en fait, elles se disent, vu qu'elles ne peuvent pas vendre des habits chers, vu que c'est de la seconde main par exemple, elles les entassent pour ensuite maximiser un sorte de profit et pour être sûr d'avoir ce qu'il faut par rapport à leurs clients. Et en fait, plus du coup tu as des produits qui sont nouveaux, des gammes qui sont nouvelles, plus elles sont chères et plus du coup bah, tu as un peu moins de produits, entre guillemets, comme si tu étais dans la cave de quelqu'un, quoi. Enfin bon. Et en fait, pour aller plus loin derrière, bah, c'est aussi de construire des partenariats avec des marques pour obtenir des exclusivités. Exemple Nike, JD Sport, Adidas et Courir. En fait, vu que tu as l'exclusivité de certaines opérations, de certaines marques, bah du coup, tu vas te dire, bah moi j'aurai les dernières tendances. Donc quand tes consommateurs finaux, ou quand tes consommateurs vont vouloir aller chez toi, ils vont se dire, ah moi je suis sûr de pouvoir avoir cette marque-là avec ce coloris, etc. Parce que grâce au partenariat stratégique qui a été mis en place. C'est comme ça qu'on optimise la performance commerciale des distributeurs. Donc, quand on va aller plus loin, en termes d'expérience client, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a la mise en avant de produits, généralement via des corner brands. C'est-à-dire que parfois, il y a des marques qui vont aller dans des magasins et ils vont faire un sort de pop-up à l'intérieur du magasin pour que du coup, il y ait un sort de partenariat qui soit fait. Exemple, Intersport met la marque Head en avant sur un corner, sur un corner pour valoriser par exemple une thématique autour du tennis. Donc les gens vont aller, on dit ah putain, il y a des nouveaux produits, c'est génial, c'est super. Donc maintenant, ça me donne une occasion supplémentaire de me dire que j'ai bien fait d'aller chez ce distributeur-là. Et ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est une idée aussi, quand on n'a pas beaucoup de budget marketing, ou de faire un gros truc, parfois c'est de faire un petit truc sur un instant clé, dans un point clé, dans un lieu stratégique clé, pour pouvoir tout simplement continuer de se développer et partager les nouveautés. C'est d'intégrer aussi, dans l'expérience client, intégrer du conseil technique, du coaching. Notamment, c'est via les contenus vidéo. Vous voyez notamment dans le running, vous voyez notamment dans le football, vous voyez notamment dans le rugby, un peu dans le basketball, mais ça ne se fait pas assez encore à mon goût, parce que c'est vrai que l'économie n'est pas extraordinaire non plus. En tout cas, il y a toujours cet élément de se dire, on va tester techniquement la chaussure, on va partager du contenu, du coaching, pour se dire, ah bah voici comment le produit fonctionne, et avec les vues qu'il y a, bah, il y a une certaine partie qui va vouloir acheter le produit après. Et tout, c'est un élément supplémentaire dans l'expérience client. Au-delà de se dire qu'on va aller dans un point commercial, pour arriver directement à la conversion, et aussi comment on amène le client à avoir une répétition, comme on l'a fait dans les épisodes précédents, on l'a dit dans les épisodes précédents, répéter les points de contact avec le produit ou le service, de façon à ce que ça devienne naturel et qu'il passe du coup à l'achat. D'où les vidéos, les tests en images, etc. Ensuite, bah, ça vient aussi les programmes fidélité personnalisés, tout ce qui est les aspects, les data qui vont vous servir à collecter des données sur vos clients, doivent vous permettre aussi de pouvoir mettre en place des mécaniques qui vont permettre de pouvoir animer la communauté. Allons plus loin maintenant, serait une plaque tournante en termes de données. Quand on parle de ça, c'est-à-dire que dès les premiers instants, et si jamais vous êtes un jeune ou une jeune personne, ou peu importe, un entrepreneur, ou vous souhaitez lancer votre produit, toujours avoir des éléments sur ces utilisateurs, savoir qui sont-ils, c'est quand même important. Parce qu'en fait, en collectant, en structurant, en valorisant les datas, notamment comportementales, en termes de panier moyen, en termes de typologie d'achat, de retour produit, ça vous permet de pouvoir améliorer votre processus finalement de vente. Derrière, redistribuer ces données aux marques partenaires pour les aider à affiner leur offre, ça, faire attention aux normes RGPD. Néanmoins,
quand il y a des partenariats qui se font, quand par exemple Adidas se rapproche d'une enseigne comme Courir, c'est que dans leurs discussions, elles estiment que la personnalité de leur, de leurs clients se ressemble. Il y a des points communs. Et au-delà du coup de la dimension commerciale, il peut y avoir aussi des affinités qui vont aller encore un peu plus loin dans le business. Et ça va permettre aussi d'affiner les offres. Et vu que ces deux partenaires se disent, ah bah économiquement, on peut faire comme ci, comme ça, et se retrouver tous les deux dans nos marges, ça vaut le coup de collaborer avec toi pendant X temps. Derrière, bah, c'est construire des segments de clients. Quel est le niveau de pratique des clients qui viennent chez moi? Exemple, Decathlon avait été pendant un long moment un distributeur généraliste. Il y avait de tout. Et quand ils n'avaient pas encore leurs produits vraiment avec leur déclinaison de marque, etc. Avant, tu pouvais aller chez Decathlon il y a 15-20 ans, peut-être 10-15 ans. Tu pouvais y aller, bah, chercher plein de marques, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, bah, en fait, ils ont lancé leur gamme, notamment dans le football, mais au début, c'était une gamme plutôt de débutants. Et en fait, s'associant à des athlètes de très haut niveau, bah maintenant, ils ont défini une gamme qui va du débutant jusqu'au professionnel. Alors qu'avant, bah, les gens prenaient du décathlon pour être débutant, puis hop, passaient chez Nike ou Adidas pour avoir un niveau de pratique plus élevé. Quelle est la fréquence aussi de pratique? Quelle est la typologie de sport? Quelle est la typologie de comportement? Ces éléments-là, en fait, le premier avec collecté et structuré et le dernier, plus celui qui est au milieu, en fait, c'est pour ça que je vous ai mis dans ce sens-là, parce qu'ils sont tous interconnectés. Tous ces éléments sont interconnectés par rapport aux distributeurs et ce qu'ils ont à faire, entre guillemets, dans le marché de la distribution sportive. Et comment ça se passe au sponsoring de leur côté? Parce que contrairement aux marques, on va dire, non endémiques ou endémiques, peu importe, en fait, les distributeurs, ils ne sont pas toujours sponsors officiels. Ils peuvent être souvent des partenaires événementiels, c'est-à-dire, quand je dis sponsor officiel, c'est plus l'aspect de se dire sponsoriser un gros club, un gros truc. Généralement, ça n'arrive pas quand tu es distributeur. Généralement, quand tu es distributeur, si tu fais un peu tu mets un peu de budget à droite à gauche, mais vraiment, si c'est ciblé dans ton secteur, pour pouvoir en sorte de pouvoir traquer des ventes. Donc tu vas être un peu un partenaire événementiel, tu vas être sponsor du village de course, un peu un exposant, pour juste montrer que tu es là, mais tu vas pas non plus mettre des gros budgets là-dessus. Diffuseur de produits dérivés, maillot de club, chaussures signées, ça pour le coup c'est un vrai élément business pour eux, parce que forcément, les gens qui vont chez les distributeurs, ils vont aller chercher bon, voilà, des maillots floqués, des choses comme ça, des chaussures. Tu vas faire aussi une petite opération, exemple Intersport avec la chorale de Rouen, avec voilà, des joueurs, des coachs qui viennent signer un peu des trucs, donc du coup ça fait du trafic en boutique. Voilà, c'est des éléments comme ça, ou Intersport avec l'OM. Les promoteurs aussi d'athlètes, il y a du contenu ambassadeur ou autre. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Ça veut dire que les distributeurs vont utiliser des boutiques, notamment éphémères ou pop-up store, pour valoriser leurs produits. Exemple, une boutique Oka, dans une course par exemple, un petit pop-up store Oka. Derrière, les running clubs. En s'intégrant dans un running club, par exemple avec un Salomon, excusez-moi de la faute de frappe, Salomon Running Club, bah hop, je vais pouvoir montrer que, vous voyez, nous, on est à côté, on est notre distributeur qui est à côté du club de running. Venez chez nous pour peut-être avoir des conseils sur les chaussures à prendre, etc. Parce que nous, on fait partie du Salomon Running Club, donc ça vaut le coup. Des éléments comme ça qui nous permettent de, dans leur petit sponsoring ou dans leur mécénat, de pouvoir activer constamment, on va dire, le business. Les exclusivités distributeurs, donc ça par exemple, comme je dis, un coloris Nike ou un coloris Adidas chez un JD Sport ou un Courir, bah ça c'est un élément supplémentaire en termes d'activation. Derrière, ça peut être du contenu vidéo avec les conseils du coach. Les conseils du coach, vous allez avoir une personnalité qui va vous partager du contenu sur les réseaux sociaux. Exemple, faites ci, faites ça, etc. Ou 10 exercices pour améliorer ses jongles au football. Et en fait, bah, pendant ce moment-là, tu auras un t-shirt peut-être Puma, tu auras des chaussures peut-être Puma, ou bien tu vas faire une vidéo marrante et en fait, tu auras, on va dire, du contenu qui sera habillé avec comment on appelle ça, quelques séquences où il y aura au moins la marque. Et ça, c'est quand même un élément qui est intéressant. Et ensuite, des newsletters co-brandés, voilà, pour avoir des promotions et des opérations exclusives. Allons plus loin maintenant. Maintenant, sur les outils utilisés et avec les objectifs.
La gestion de bases de données, fan CRM, c'est un élément qui est primordial chez un commerçant. D'où l'utilisation d'outils comme Salesforce, HubSpot ou autres. Je ne comprends pas, moi, ou même sur Shopify ou autre, vous devez avoir des données sur vos utilisateurs. C'est le premier élément. Et ça, quand tu as une bonne gestion de fanbase ou de CRM, derrière, pour les newsletters ou autres, c'est le premier élément à activer pour avoir du renouvellement d'achat facile. C'est le premier élément. Parce qu'après, dans l'analyse de la performance, les Google Analytics, la gestion omnicanal, Shopify, Magento, marketing automation, fidélisation, etc., tous ces éléments vont découler de ce qu'il y a dans ta fanbase. Si dans ta fanbase, tu la gères mal ou tu as trop peu de données, derrière, tout ce qui va en découler va être problématique. Alors qu'au contraire, si déjà tu sais que dans ta fanbase, tu as un nombre de personnes X ou Y qui sera, que tu vas pouvoir activer régulièrement sur des moments clés par rapport à des gestions d'achat, sur les soldes, la période des fêtes, avant l'été, etc., ou à la rentrée. Mais que tu sais que voilà, ça, le pipe, il tourne, tu sais à quel moment à peu près tu peux relancer tes gens. Et ensuite, tu vas affiner peut-être dans ton tracking et ta recherche SEO avec notamment les Google Analytics. Tu vas aller encore plus loin peut-être dans l'expérience client avec les Magento et les Shopify. Le marketing automation, à mettre en place avec ton MailChimp, ActiveCampaign, etc. Mais tu vas le mettre en place en conséquence des ventes qui ont été effectuées pour savoir quand c'est le moment peut-être de lancer un premier message peut-être à J60, peut-être après à J45 un autre message, J30 un autre message, J-10 un autre message, puisque après tu arrives au moment de la vente. Et là, ça va te permettre de maximiser les ventes à l'instant T. Puis après, pouvoir fidéliser, faire gagner des points, des challenges un peu sportifs, seulement comme ça, c'est tout ça que doit mettre en place. Du coup, un des éléments chez le distributeur, pouvoir exister dans cet aspect aussi de cet objectif de sponsoring. Parce que derrière, quand une marque va vouloir s'associer, ou un distributeur va vouloir s'associer à une entité, elle va devoir faire ça en fonction des objectifs qu'elle a, finalement, chez elle, et des problématiques qu'elle rencontre. Si par exemple, tout fonctionne bien, mais que dans la fidélisation et dans les challenges qu'elle met en place, c'est bidon, peut-être que il y a un one-shot où elle va se rapprocher d'un influenceur local ou d'une chaîne locale qui va pouvoir faire en sorte de pouvoir faire un cross-partenariat, un cross-posting, et de pouvoir avoir un reach qui est beaucoup plus conséquent. Allons maintenant sur l'aspect, sur les outils utilisés maintenant pour valoriser différents aspects chez le distributeur, en l'occurrence ici les ventes, l'engagement, le digital et le marketing. Chez les ventes, le KPI, panier moyen, les taux de retour et le sell-out. Le sell-out, ça va niveler par exemple le chiffre d'affaires. Le panier moyen, c'est euh, combien un client dépense chez moi en moyenne. Donc ça, si le nombre est petit, peut-être en augmentant les prix, vous allez pouvoir faire plus de marge, mais attention à ce que peut donner la concurrence, ou bien en termes de service autour, qu'est-ce que vous partagez pour que le client vienne plus revenir chez vous, ou en termes d'opération ou d'offres, donc ça c'est à vous de le packager, et après les taux de retour, qui est content, qui n'est pas content. Finalement, si vos produits sont dégradés, finalement il y a un taux de retour qui est plus grand, donc forcément il y a peut-être avoir des mécaniques de remboursement. Donc dans l'expérience client, c'est bizarre. Par contre, en termes d'engagement, taux d'ouverture d'email, taux de participation au jeu concours, au test produit, ça c'est des éléments qui sont importants, notamment aussi sur les réseaux sociaux, le taux d'engagement qu'il y a par exemple sur votre page, sur le digital, taux de conversion, les taux de conversion globaux sur votre page e-commerce, le parcours client, combien de temps restent vos clients à l'intérieur de votre site web, par exemple, ou bien quand ils restent dans le magasin, comment ils restent de temps en moyenne, combien d'interactions ils ont avec vos commerciaux, avec vos vendeurs, avant potentiellement qu'ils puissent passer à l'achat, ou au contraire, personne ne les calcule. Est-ce qu'on arrive bien à répondre aux questions des clients? Donc, ces éléments-là qui vont faire que dans la fidélité, on va pouvoir créer quelque chose, et dans la loyauté aussi. Et après, d'un point de vue plutôt marketing un peu plus profondément, l'immobilisation de publicité et de campagne, la mise en avant à l'intérieur du magasin de certains produits qui sont recherchés par rapport à un timing précis. Donc ces éléments-là qui vont faire que quand tout est mis en place, on va pouvoir encore maximiser, et c'est d'où le rôle important des distributeurs. Parce qu'en fait, finalement, tous ces éléments-là doivent faire grossir, on va dire, le package, et en fait, tout le monde est impacté. Les fédérations sont impactées quand elles veulent le vendre, par exemple, mais ça sont des distributeurs aussi, officiels, elles veulent vendre les maillots de l'équipe nationale. Un club local, par exemple, je sais pas moi, la SSE, qui veut vendre des maillots à l'intérieur des magasins de sport de son coin, notamment aussi via Adidas,
qui va être par exemple l'équipementier officiel du club, et qui va se dire bah, comment on va faire aussi pour vendre encore un peu plus de maillots au-delà de la boutique du club. Il faut aller encore un peu plus loin. Après, derrière, bah forcément, tu vas avoir aussi bah, les athlètes. Est-ce que moi, en tant qu'athlète, mon maillot, on va le vendre et peut-être que j'ai un pourcentage. Exemple, le cas de Jordan, c'est typiquement ce qui se passe. Lui, il a un pourcentage sur chacune des chaussures Jordan qui est vendue. Parce que c'est un département de Nike. C'était un département de Nike. Du coup, il y avait cette relation-là. Donc, tu vas faire en sorte peut-être de t'investir un peu plus dans le marketing et dans la communication. Et à un moment donné, bah, boum, tu as ces rétrocessions qui se font. Et il y a plein d'athlètes, les LeBron James, Kevin Durant, etc. C'est la même chose. Et à un moment donné, les mecs, ils prennent un pourcentage des chaussures que vous prenez. Donc à un moment donné, bien évidemment, qu'il va se bouger pour faire un peu de publicité, ou quand on a vu les dernières années, les Donovan Mitchell, Damien Lillard qui viennent à Paris pour faire sur les tournois de basketball, etc., bah, ils viennent faire leur job. Parce qu'ils savent qu'aussi, bah, à un moment donné, ça crée des revenus même passifs. Donc c'est dingue. Donc, tous ces mécaniques-là sont importantes par rapport aux différents éléments de distribution. Maintenant, quels sont les défis? Bah, il y a une grosse pression concurrentielle chez les distributeurs. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, quand c'est pas toi qui crée le produit et que tu es plus en distribution, à plein de gens, ils vont dire bah, moi aussi je peux le faire. Et en fait, avec la montée du e-commerce et que la vente directement par les marques, comme l'a fait à un moment donné Nike, bah, ça réduit, parce que les marques veulent aussi réduire leur marge, bah, il peut y avoir des concurrents un peu à droite à gauche. Donc il faut que tu sois bon dans tes partenariats que tu mets en place et dans la capacité que tu as à gérer ta zone de chalandise. S'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, parce qu'il y a besoin de personnalisation, de transparence de produits, et c'est pour ça qu'il y a toujours de nouveaux acteurs qui viennent se mettre en place et qui émergent. Qui émergent et qui font très bien leur job aussi, que ce soit dans peu importe le sport. Après, il y a des démarches RSE, notamment, bah, ça c'est très connu, notamment dans le sport outdoor, où bah, forcément, s'il y a des problématiques sur les matériaux, sur la logistique, sur des invendus, et bah, peut-être qu'il va y avoir des difficultés de collaboration, ou bien il va y avoir des partenariats qui vont se casser, ou bien il va y avoir des réflexions, entre guillemets, de rôle inversé, c'est-à-dire que parfois, on rentre dans des démarches où le distributeur est peut-être plus fort que le vendeur, et lui dire, écoute, moi, ton truc, je vais pas le vendre. Et parfois, ça peut être un peu bizarre de se dire, ah bah non, mais t'es obligé, de toute façon, sinon tes marges, machin. Il dit, bah moi, en fait, si tu fais pas ci et ça va pas correspondre à ce que recherche ma clientèle, ils vont pas acheter, donc moi, je serai perdant. Donc, ton produit, s'il y a telles problématiques qui sont pas réglées, bah en fait, le truc, il va pas se vendre. Donc, il restera en stock, ou bien, je préfère ne pas te l'acheter. D'où les processus, on va dire, de... Maintenant, tout est tracé pour savoir comment les matériaux, comment les produits sont comment dirais-je, sont constitués, tout simplement. Et après, bah, gérer la relation avec les marques pour trouver l'équilibre, comme je disais, entre le partenariat, la dépendance, la différenciation. C'est pour savoir comment, du jour au lendemain, ne pas te retrouver aussi en déficit parce que peut-être la marque avec laquelle tu travailles depuis longtemps va te dire, bah, écoute, moi je préfère arrêter là et faire mon propre truc. Donc il faut constamment que, dans le pourcentage de chiffre d'affaires que fait un distributeur, voir segmenter, ah bah ça vient de telle marque, ça vient de telle marque, et qui plus est, peut-être à l'intérieur de cette réflexion-là, se dire, ah bah peut-être que notre entité a plus intérêt, peut-être à terme, de délaisser un peu plus peut-être la marque un peu généraliste pour aller vers des produits qui sont nichés, comme l'outdoor, parce que justement, à l'intérieur de ma zone de chalandise, personne ne le fait, ou très peu de personnes le fait, et je sais que je peux maximiser quand même un beau chiffre d'affaires. Donc, maintenant, on va parler maintenant de chaîne de valeur des distributeurs dans le sport, que ce soit généraliste, spécialiste ou pure player. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur dans la distribution? L'idée, dans cet élément-là, on va prendre l'exemple aussi à ce qu'a dit Michael Porter, c'est de créer différentes étapes qui apportent de la valeur pour le client, dans l'approvisionnement, que ce soit ou jusqu'au service après-vente. Dans la distribution, notamment pour ceux qui ont eu des cours de logistique, même si c'est soit au lycée ou en BTS, à la fac ou autre, il y a toujours ces éléments d'approvisionnement, gestion logistique et stockage, référencer les produits, pricing, la vente, marketing, relations clients et les services additionnels. Donc chaque acteur du marché sportif active cette chaîne différemment selon son positionnement, les ressources et les cibles. Retenez bien les 8 points que je vous ai mentionnés ici parce que derrière ils vont être importants. Donc quand on prend une chaîne de valeur typique, on peut se dire que dans les produits il y a les productions maison. Donc il y a une forte intégration verticale. Exemple, ce qui se passe chez Decathlon avec leurs différentes marques.
Derrière, il y a le stockage intégré. Donc, tout ce qui est dans la construction du produit et dans la vente du produit final, on a mis en place aussi les coûts que ça peut coûter par produit, notamment dans la logistique. Euh, la vente multicanal aussi, site web, magasin physique, il y a une forte présence du coup de la marque, et les services annexes. C'est pour ça que quand vous lancez une première marque, par exemple une marque de t-shirt ou autre, une marque de vêtements, au début, soyez full digital. Donc, souvent, vous pourrez gérer vos commandes tout seul, tranquille, et parce qu'après, une fois que vous passez sur le physique, il y a d'autres coûts qui viennent en addition. Et en fait, la force de ces éléments des pure players, notamment enfin, des distributeurs généralistes, c'est qu'avec le volume qu'ils ont, il y a un pouvoir de négociation vis-à-vis des distributeurs. Ils vont arriver et dire, bah, en fait, moi je fais tout, donc il n'y a pas de souci. Toi, en tant que consommateur final ou distributeur qui veut prendre ma truc, moi, il n'y a pas de problème avec tout ça, mais du coup, il y a une rigidité logistique. Tu fais ça dans les délais que je veux moi. Le positionnement prix qui est imbattable, à l'instar de même quand vous allez faire vos courses, hein, quand vous allez chez un Carrefour qui a full de trucs dans son stock, bah forcément, il y a des trucs moins chers que si tu vas au G20 qui est à côté de chez toi. Par contre, ça peut être une difficulté pour adresser des niches spécifiques, mais par contre, tu arrives à toucher quand même du volume. Donc, tu arrives à t'en sortir tant bien que mal. La large couverture aussi territoriale, il y a moins d'agilité d'un point de vue digital ou CRM. Par contre, à chaque fois, tu arrives à être dans tous les points de vente, tu arrives à être de partout en France, et normalement, tes produits, on les rate pas. Après, les marques propres, donc notamment avec l'inspiration de Decathlon, donc euh, là, il y a un travail de fond qui est plus psychologique et émotionnel, c'est de savoir si le positionnement de la marque du distributeur est de haute valeur ou non. Pour l'instant, c'est plus, on va dire, sur de l'entrée de gamme, avant qu'on passe derrière chez les experts. D'où la difficulté que ça peut être pour un distributeur un peu généraliste. Chez les spécialistes maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, elles vont cibler le sourcing, elles vont se rapprocher de contenus ou de personnes qui sont expertes, euh, les partenariats ou les événements dans lesquels elles vont s'associer, bah, c'est un truc un peu niché, des connaisseurs. Et donc forcément, en fait, l'expertise, elle est plus reconnue, donc il y a plus de confiance. Il y a moins de volume, donc il y a moins de levier sur les prix, mais généralement, les prix des produits qui vont être chez les spécialistes bah, vont être légèrement un peu plus élevés. Parce qu'on va se dire, bon, bah, je paye pour la qualité. La gamme adaptée à chaque profil, c'est super intéressant, mais en conséquence, il peut y avoir aussi des marges serrées pour les personnes qui vendent les produits, notamment sur les grandes marques. La capacité à construire des communautés qui sont cibles, ça c'est très important, notamment par newsletter, réseaux sociaux, base email, CRM ou autre. Ça c'est super important parce que plus vous êtes légitime dans votre secteur d'activité, plus votre base pourra grandir. Et ensuite derrière, c'est la dépendance, par exemple aux saisons sportives, où là pour le coup, il faut être très au fait de tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Et si vous êtes en capacité d'avoir un canal dans lequel vous pouvez avoir une situation entre guillemets de monopole et dans lequel il y a du trafic, bah, c'est bénéf pour vous. Par contre, sinon, bah, il faut aller faire des petits coups à droite à gauche et faire en sorte que le budget n'enfle pas, parce que forcément, quand on s'associe à des courses sportives notamment, bah, chaque année elles grandissent, chaque année elles veulent plus d'argent. Donc à voir ce que vous mettez en place en parallèle. Et du coup, après, bah, c'est plus d'agilité forcément que les généralistes, en termes de délai, en termes de service client, en termes d'expérience client, en termes comment on va dire, de choix design, de choix d'image graphique, marketing. En tout cas, il y a du travail, ou même d'un point de vue commercial, d'un point de vue négociation. Il y a un travail qui peut se faire beaucoup plus dans la profondeur et dans la durée, plutôt que chez un généraliste où, pour le coup, euh, il est tellement sur du volume que le moindre décalage chez un de ses fournisseurs, ça peut avoir un impact sur des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Maintenant, on va parler des pour players digitaux. Donc là, pour le coup, ils ont un sourcing parfois multimarque avec des centrales et des marketplaces, un peu comme Alltrix. Les interfaces digitales, donc ça, d'un point de vue UX, généralement, elles sont très fortes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le CRM, sur la partie data, sur les scénarios d'achat, les paniers abandonnés, les cashbacks, tous les éléments comme ça, les campagnes marketing sont très au fait. Donc c'est plutôt des acteurs digital first, mais aussi data first. Donc tout ce qu'elles mettent en place. C'est pour ça qu'il y a des agences maintenant, euh, vous savez, de gestion des budgets publicitaires qui sont en place maintenant, parce qu'en fait, il y a tellement de métriques pour optimiser le parcours d'achat, le panier moyen de ces clients,
qu'en fait, ça demande une expertise vraiment supplémentaire par rapport à ces acteurs digitaux. Et ça peut prendre énormément de temps. Euh, En termes de force, l'exploitation intensive des données, ça, pour le coup, le défi, il y a une concurrence intensive, notamment sur la garde des prix, notamment quand on a un player vraiment digital. L'expérience utilisateur qui est fluide et personnalisée. On peut avoir, attention à la dépendance SEO, SIA, selon le canal d'utilisation pour avoir un coût d'acquisition qui commence à flamber. Du coup, il y a beaucoup de choses maintenant à réfléchir, à mettre en considération. Donc là, vous pouvez le voir ça notamment avec des consultants en marketing digital. La réactivité dans les tendances et les prix, parce que rapidement, ils peuvent s'adapter à chaque nouvelle opération commerciale. S'ils voient qu'une tendance, il y a un joueur qui a marqué un but, je sais pas quoi, faire une offre promo, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Généralement, ils sont très flexibles. Euh, Ils sont moins dans le lien physique avec les différentes communautés sportives. Néanmoins, en termes d'adaptation et et de créativité, généralement, c'est des enseignes qui sont quand même fortes. Et aussi, c'est le potentiel d'internationalisation rapide. Forcément, quand tu n'as qu'un acteur e-commerce qui peut vendre à droite à gauche, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu as moins de services qui sont différenciants parce que justement, ces acteurs-là, purement digitaux, ils essaient aussi de réduire leurs coûts pour justement faire en sorte que les marges restent quand même très intéressantes. Donc voilà tout, c'était les différents éléments sur les distributeurs à l'intérieur de l'écosystème sportif, et dans notre réflexion sur le programme Objectif Sponsoring. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas que le chiffre allait augmenter. Donc franchement, n'hésitez pas à partager ça, à liker et tout ça. Et j'espère que ça aboutira encore à de belles choses tous ensemble. Salut et à très vite pour du coup le prochain épisode sur les personas. Voilà tout, salut.